mais nous pensons que nous avons suffisamment de raisons pour qu'avant notre activité, nos activités, ensemble, nous gardons une petite minute de silence en hommage à tous nos pères de l'indépendance et en même temps une minute de silence pour ensemble unir nos cœurs et nos pensées et faire monter vers Dieu notre Père une immense action de grâce de tous les bienfaits dont tu nous combles. Tout à l'heure, nous aurons la projection du film Cuba, l'Odyssée africain. Après la projection de ce film, nous aurons droit à un échange, un débat autour du thème « Comprendre pourquoi le mouvement citoyen, qui réussit ailleurs pourtant, n'a jamais abouti en RDC ». Et après la pause, nous vous ferons signe pour revenir dans la salle et pour assister à une autre activité que nous appelons lecture de textes. Ce sont des textes des auteurs congolais qui ont une certaine signification par rapport à notre situation politique ou notre vécu depuis l'indépendance. Et après, nous assisterons à un spectacle très intéressant. Je vous demande de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater ce spectacle, cette pièce intitulée « Face à face » avec la troupe des Gâtés. Cette affiche est une expression artistique. Je voudrais que nous puissions nous poser des questions. Chacun peut se demander ce que ça veut dire. Mais moi, je voudrais que quelqu'un dans la salle, que je peux appeler au hasard, puisse nous donner son point de vue. Pas Mamie Landou, non. Dada Stella, voilà. Vraiment heureuse, peut-être. Bon, il m'a toujours sacrifié, j'accepte. Moi-même, j'observe l'affiche. Il y a plusieurs éléments. En fait, c'est une œuvre d'art. Souvent, on reçoit des affiches ou des invitations avec une image. Mais souvent, on ne regarde pas ces images-là, on ne fixe pas, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Souvent, on n'a pas le temps. Et quand moi, j'ai eu le temps d'observer, c'est vrai. Et alors, je vois une main. Ça peut signifier victoire. Hein? Ça peut signifier aussi ciseaux, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui coupe, une chaîne coupée par une main, mais une main victoire. Mais il y a une couleur jaune, il y a une sorte de soleil au fond. Et derrière le soleil, il y a une sorte de filet, on dirait le filet ou en bleu. Vous voyez comme moi. Eh bien, ça me donne 3 éléments en fait. Dépendance, révolution, liberté. C'est quoi la dépendance? Je crois que pour sortir de la dépendance, il faut une révolution. Révolution, c'est pas pour prendre les armes, mais juste un changement qui peut commencer par moi-même, intérieurement. Et c'est de ces changements-là, de cette révolution, que nous pouvons prétendre être libres. J'espère que j'ai expliqué. Je ne sais pas si je dois encore donner quelques éléments. En tout cas, pour moi, c'est ça la lecture. C'est une œuvre d'art, comme ce que nous allons voir. Toute la journée aujourd'hui, en fait, d'aujourd'hui, il y aura de l'art. Le cinéma, c'est de l'art. Le théâtre, c'est de l'art. Moi-même, je suis l'art. Et voilà. Et juste pour dire que l'art nous permet quand même d'atteindre la mobilisation et la conscientisation. Rien que par cette affiche, moi, je me sens déjà touchée. J'espère que vous aussi, n'est-ce pas? Le film, je crois que vous avez compris, on est dans un contexte de conquête de liberté. Conquête de liberté individuelle, mais aussi publique. Après la vague de colonisation, il y a eu tout un mouvement de décolonisation. Nous n'allons pas spéculer sur ça. Mais dans tous ces pays colonisés, la plupart, il y a eu
de l'intérieur, je crois, une volonté de s'affranchir, une volonté de chaque pays de vivre librement et d'être maître de leur destin, d'une certaine manière. Il y a eu tout un contexte international aussi qui a aidé, poussé, favorisé, je dirais, l'éclosion de cette volonté et même de cette conscience. Et progressivement, l'un après l'autre, beaucoup de pays donc, ont accédé à l'indépendance. Et je crois que, sans faire de dessin, nous savons très bien que dans la plupart des pays indépendants, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, il y a lieu de se demander si vraiment la décolonisation a été quelque chose de réel. La question qui me revient est celle de savoir, 57 ans après, nous Congolais, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays, de notre indépendance? Est-ce que nous devrions continuer toujours à montrer du doigt l'extérieur, ou plutôt, ça peut être aussi un moment de questionnement, de notre remise en question en tant que Congolais. Il y a lieu maintenant, oui. Vous ne pensez pas que le thème tel que présenté, tel qu'exposé, partirait d'un certain postulat qui est d'ailleurs démenti par le représentant de Philippe dans son témoignage, savoir que vous considérez que le mouvement citoyen ne réussit jamais en RDC, alors qu'il réussit ailleurs. Et vous cherchez à comprendre pourquoi ça ne réussit pas en RDC. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait un postulat selon lequel le mouvement citoyen ne réussit jamais? Moi, je voudrais dire, moi c'est Laetitia Kalimbiriro. Je voulais dire au jeune homme qu'on apprécie votre action, on vous suit, on est derrière vous. Mais je me demande si on a vraiment de chance, vous avez vraiment de chance d'y arriver, tant qu'on n'a pas l'armée derrière. L'armée qui est du côté de la population. Vous l'avez dit tantôt, ça a réussi ailleurs, je n'arrête pas de le dire, au Burkina, ça a réussi parce que l'armée a été avec la population. Tant que le Congo, le mouvement citoyen n'a pas l'armée qui va quitter l'armée régalienne qui est au service du pouvoir, le pouvoir qui brime la population. Tant que cette armée ne fait pas volte-face pour être avec la population, moi je pense que nous allons avoir difficile pour changer. C'est ça que je voulais dire en fait. À partir du film que nous allons de suivre, j'aurais bien voulu que lui, comme représentant de Filimbi à Kinshasa, répondant à la question qui a été posée, puisse partir du mouvement qui a été lancé à partir du Sénégal, qui voulait rassembler tout le monde, mais qui n'a pas abouti. Parce que le projet était qu'en 2016, avec ce mouvement-là, qu'on puisse arriver à confédérer tous politiciens, société civile, ainsi de suite, pour amener vraiment à l'alternance à la fin de 2016. Mais ça n'a pas abouti. C'est là où la question qui est posée trouve tout son sens. Et quand vous dites, il y a eu des mouvements parcellaires, des Bapende, des ceci, ça c'est, comme je l'ai déjà dit, ça c'est au niveau parcellaire. La question qui est posée, c'est à partir de ces éléments-là, comment est-ce qu'on peut arriver à créer une sorte de mayonnaise dans toute une société, donc dans toute la nation, qui puisse propulser le pays tout ensemble vers l'émergence. Vous voyez? Alors, la question que madame pose de l'armée, moi je pense quand on parle justement, pourquoi ça ne réussit pas, parlant de l'indépendance, il faut voir les choses sur 3 dimensions. La dimension culturelle, la dimension économique, la dimension politique. Tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et moi, je voudrais quand même revenir un peu sur ce que je trouve, moi, essentiel, la dimension culturelle. Dans la dimension culturelle, l'indépendance ne signifie pas un repli identitaire. Au même moment, nous avons des valeurs que nous pouvons propulser,
Nous devons aussi savoir que nous nous sommes engagés dans un système avec l'indépendance de gouvernement qui nous a été apporté d'ailleurs, qui a ses principes, ses règles, ainsi de suite. Pour qu'on puisse avoir une armée républicaine, on aura affaire à des milices qui sont à la solde des individus. Si les politiciens, comme nous avons suivi dans le film, dans le bureau même de Lumumba, alors qu'il se bat pour le pays, quelqu'un vole, soutire le message pour aller le vendre. Au niveau même des rebelles qui sont là, on voit le type de la CIA qui dit ça. J'avais des gens qui faisaient les liens entre moi et eux, alors qu'ils se battaient pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes justement dans ces cas de figure où vous avez des politiciens qui ne travaillent pas d'abord pour le pays, mais pour eux et au service de ceux qui les manipulent. Je crois que ce serait vraiment honteux et même il faut presque arrêter la discussion si jamais quelqu'un peut oser dire qu'il n'y a rien qui nous indigne dans la situation actuelle du pays. Si quelqu'un pense ça, alors vraiment ça ne vaut pas la peine qu'on soit là. Au questionnement de Maître Bokobo, qui a souligné quelques actions qui ont été menées par pas mal de mouvements citoyens à une certaine époque de notre évolution. Non, nous ne disons pas que nous ne reconnaissons pas ce qui a été fait. Si je crois l'élément déclencheur de l'indépendance du Congo est parti du 4 janvier 1959. Donc, effectivement, il y a eu des compatriotes, mais je pense que pour qu'on y arrive là, il y a eu quand même des organisations, de mouvements qui étaient suffisamment structurés et organisés et qui ont mobilisé la population parce que pour arriver là, ce n'était pas anodin. Je suis pleinement d'accord de tout ce qui a été dit par rapport à nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre situation peut-être à 50%. Parce que, même nous avons vu dans les films, nous trahissons facilement, nous nous laissons corrompre, facilement manipuler, et nous n'avons pas le patriotisme. Et je crois que j'ai rejoint l'idée de Faustin Kwakwa qui dit qu'il y a une formation au niveau culturel que nous devons donner à notre peuple. Deuxième force extérieure, nous ne devons pas les perdre de vue. Que nous ne disons pas que tout ce qui se passe au Congo, nous sommes à 100% responsables. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? C'est plus aussi les richesses du Congo, qui sont disputées par les multinationaux. Moi, je crois que ça, il faut le reconnaître. Pour moi, pour sortir justement de cette situation, de cette impasse, il y a eu une chose. Même le représentant de Philippe l'avait dit, que les spécificités sont différentes. Si ça marche, ça a marché au Sénégal, tout simplement parce qu'il y a une culture démocratique. Si ça a marché chez les autres au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a cette armée républicaine. Mais tout ça, chez nous, les gens, on dirait que le régime en place a compris tout ça et il se comporte de manière à empêcher justement tout ça pour qu'il y ait démocratie, qu'il y ait armée républicaine. Donc, ils s'emploient pour détruire tout ça et ne plus donner l'occasion, même à ceux-là qui ont la volonté de faire quelque chose, de réussir. Donc, moi, je ne vois pas un mouvement citoyen, je ne sais pas moi, lutter pour renverser la situation. Tout ce que je demande, tout ce que je souhaite, et nous devons nous employer à ça, c'est de pouvoir forger chez les Congolais un état d'esprit qui doit le pousser à la révolution, au soulèvement populaire. Une chose, ce peuple est acheté, il coûte 1 franc. Une personne qui depuis 3 jours n'a pas mangé, quelqu'un se présente et lui achète un morceau de pain et lui demande de se mettre derrière lui pour que plus loin
il est un autre morceau de pain. Pensez-vous qu'il soit en mesure de refuser à ce que le monsieur lui demande? Voilà ce qui range ce peuple chez qui nous pouvons aller former ces mouvements citoyens. Il y a tellement des égos parmi nous, on ne sait pas mettre nos égos de côté et essayer d'avoir un idéal commun. Ça pose problème. On a eu des rassemblements, se sont réunis, ils ont fait un semblant de s'entendre, mais après, chacun était tellement occupé à prendre un poste, à prendre ceci, et on a vu le résultat. On doit d'abord travailler l'autre Congolais, c'est très important. Je voudrais, comme on dit à Lingala, Kobeta Sete. Donc, un coup de marteau sur le clou pour relever cet aspect-là de la conscientisation, de la mobilisation, de la formation de l'homme congolais. Vous voyez, quand on parle, je reviens un peu sur ce que la sœur disait. Dans un pays bien géré, quand quelqu'un entrepreneur arrive, il trouve des textes déjà bien dit, vous venez investir chez nous, voilà les conditions. Si on arrive à des situations comme celle-là que nous regrettons, parce que justement l'État congolais n'existe pas. En ce moment-là, celui qui vient investir, mais c'est un prédateur. Il ne vient pas pour la charité. Ces gens-là n'ont pas la logique de charité. Ils viennent pour l'argent. C'est vous-même qui devez protéger vos richesses, qui devez mettre un cadre pour que l'exploitation ne puisse pas être seulement celle de minerais, et plus encore de votre propre peuple. Je vais ajouter un élément à ce que l'abbé Faustin vient de dire. Nous devons nous poser la question de notre propre investissement individuellement dans justement la question que vous posez. Qu'est-ce que moi personnellement je fais, qu'est-ce que moi personnellement j'apporte à différents niveaux. Je prends l'exemple de notre jeune frère de Philippe, le frère Philippe. Qu'est-ce que nous, la masse, nous les que ce soit de la diaspora au pays, qu'est-ce que nous apportons par exemple à ces personnes qui s'engagent et qui s'exposent? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous investissons même parce que d'habitude les gens observent, analysent et voilà, et concluent voilà. Et aussi les gens parfois aident leur propre famille de manière individuelle et non pas des organisations comme celle-là. Je pense que même notre ami de Philippe il pourrait peut-être témoigner. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment soutenu par toutes ces personnes qui se disent être soucieuses de l'avenir du Congo? Ce n'est qu'un exemple que je donne. Mais à un certain moment, nous nous sommes dit, nous parlons dans le vide. Parce que nous allons chez des gens qui nous oppriment, tout ça. Et nous venons de créer un bureau au Congo. Nous allons partir pour commencer des choses à la base. Nous refusons de travailler avec les sommets. Mais nous travaillons à la base avec les femmes au marché, dans des villages. L'éducation, c'est toute une procédure. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir les résultats aujourd'hui, mais nous travaillons pour les générations futures. En fait, moi, j'ai arrêté de participer ou d'assister à ce genre de rencontres depuis très longtemps. Parce qu'on a beaucoup milité, on a beaucoup combattu ici, pour notre pays, et les résultats sont décevants. Je parle du problème de leadership chez nous. Tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est bien beau, et je l'accepte. Mais que dire de leadership de chez nous? Le mode d'accession au pouvoir. Pour un petit rappel historique, 60 l'indépendance est proclamée, Lumumba, qui rafle le voix, constitue la majorité au sein du gouvernement, parlement. Et puis arrive maintenant la crise attissée de là où nous savons, nous venons de visionner le film. Alors nous passons des dialogues en dialogue. Kokila-Tibi, Tananarive, Lovagno. Et au bout du compte, il y a un larron qui attendait et qui était préparé et qui prend le pouvoir par la force. C'est Mobutu. 32 ans de galère pour le peuple congolais.
En 80, j'étais encore étudiant. Je termine. Non, c'est plus qu'une minute. En 80. Posez la question. J'étais encore étudiant. Ça, on le sait, oui. L'UDPS naît. Alors maintenant, évidemment, la lutte contre la dictature. La lutte pacifique, non violente. Et les années passent, et en 90, le contexte mondial change. Évidemment, la conférence nationale est là, et puis nous avançons. Et au bout du chemin, quelque part, on nous surprend avec l'arrivée de l'AFD. Bon, écoutez, je termine. Vous avez parlé de leadership, et vous ne parlez même pas de leadership. Mais j'en viens, je termine. Alors, nous savons ça. L'AFD arrive, et puis voilà, aujourd'hui, on en est là. On en est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a quelqu'un qui a parlé ici de l'insurrection. Il y a quelqu'un aussi qui a énuméré l'aspect militaire, l'armée. Moi je dis, tant que le peuple n'a pas encore pris conscience, ou si nous ne pouvons pas nous soulever comme un seul homme, tel qu'on a fait au Burkina Faso, pour pouvoir imposer la volonté du peuple congolais, nous allons passer notre temps ici. Ça fait plus de 20 ans. Je dis, ça ne changera rien et nous allons encore avoir des yeux pour pleurer et ça s'arrête. Ici, il n'est pas question de trouver l'homme providentiel idéal, puisque on a eu des hommes providentiels, soi-disant. La question, c'est, à un moment donné, qu'il y ait des personnes qui croient en des valeurs et qui protègent ces valeurs-là, qui croient à la loi et qui respectent la loi, qu'il y ait des hommes et des femmes qui pensent au bien commun et qui mettent les choses. Voilà, on a besoin de ça. On n'a pas besoin des hommes spéciaux pour changer un pays. C'est un petit groupe parfois pour changer tout un pays. C'est pas toute la foule. Vous allez dire que la population, ça va prendre un millénaire pour dire que toute la population. Un petit groupe peut suffire. Un bon noyau de personnes capables, qui sont bien décidées, qui sont déterminées, qui ont le sens du bien commun, qui ont vraiment des convictions et qui savent comment fonctionne un État, et le pays se met en route et les gens vont critiquer petit à petit. L'histoire des nations libres montre que la guerre, même si elle n'est pas bonne en soi, est parfois l'épreuve nécessaire d'une nation pour se libérer de toute mainmise extérieure, pour grandir, pour devenir elle-même ou se dépasser. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux une liberté dangereuse parce qu'elle est à défendre tous les jours plutôt qu'une paix dans la servitude? Alors pour terminer, persévérer dans la lutte. J'encourage Filimbi et tous les autres mouvements qui vraiment luttent. Il faut persévérer dans la lutte. Il est simple ce conseil, mais peut-être le plus important. Rien n'est jamais facile. Même les puissants peuvent connaître l'échec. Alors ne jamais baisser les bras. Un peuple n'échoue que quand il se résigne face à ses bourreaux, que ce soit des bourreaux internes ou externes. Et de notre génération, particulièrement vous qui êtes ici réunis, nous pouvons être le levain pour que la pâte lève, car le Congo de demain aura le visage de ce que nous aurons su aujourd'hui lui donner ou souffrir pour lui. Merci pour cette première partie. Nous avons pensé que 57 ans après l'indépendance, il fallait se poser des questions. Comment ça se fait que pendant tout ce temps, nous sommes encore à ce niveau-là, à ce niveau de développement, et nous pensons qu'il est grand temps de faire une réflexion interne et savoir pourquoi certaines choses, certains essais qui ont marché, qui ont abouti dans certains pays, pourquoi ça n'aboutit pas chez nous. Et c'était justement l'objectif de cette rencontre et de cette manifestation. Alors dans le programme, on a eu à visionner les films Kiba Odyssée africaine. Pourquoi ces films d'abord? Ce film, c'était justement pour l'introduction du débat, parce que dans ce film, on voyait que les mêmes personnes qui ont réussi dans un pays donné, dans une culture donnée, arrivaient chez nous, ces mêmes personnes, avec la volonté, la détermination qu'ils avaient, mais ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. Ils ont dû rentrer et c'était un échec. Et nous avons vu qu'après, certains mouvements
citoyens comme les Filimbi, tout ça. Certains mouvements citoyens ont marché, ont abouti dans des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal. Mais chez nous, encore une fois, c'était un échec. Et c'est sur base de ça que nous avons ouvert le débat qui était très intéressant, comme vous avez vu. Et ce débat-là, nous allons continuer parce que en une soirée comme ça, on ne sait pas tout dire. Et le 15 juillet, nous avons encore une journée politique autour d'un barbecue au Bois de Rêve à Louvain-la-Neuve. Quelle était la réaction des gens dans la salle après le film? Est-ce qu'ils ont aimé et quelles étaient leurs préoccupations par rapport au film? Oui, c'est quand même une grande interpellation où pratiquement on voit l'homme politique congolais, comment il a évolué, où pratiquement au départ, l'indépendance, lorsque nous prenons l'indépendance, il y avait quand même un grand espoir, un engagement de l'homme politique. Je crois que quand ils sont arrivés à la table ronde de Bruxelles, eh bien tous étaient unis, ils ont parlé le même langage, mais dès lors qu'ils ont quitté la conférence de Bruxelles, ils sont rentrés au Congo, partant du discours du 30 juin, eh bien, dans la soirée, déjà, les problèmes ont commencé. Et nous avons constaté que, entre Congolais, donc pratiquement, nous avons été à la base de la déliquescence de l'État, nous avons été à la base de trahison, nous avons été à la base de frustration, de mégestion. Et voilà cette situation malheureusement qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est quand même une grande déception. Et les gens se sont posés beaucoup de questions pour savoir est-ce la faute à l'extérieur, c'est toujours l'extérieur qui est responsable de nos malheurs, ou plutôt il faut aussi interpeller l'élite congolaise qui doit aussi avoir sa part de responsabilité, et même peut-être la plus grande part de responsabilité dans la gestion de notre pays. Il ressort du débat que l'essentiel du combat doit être centré sur l'homme congolais. On a l'impression qu'on n'a pas des hommes. Oui, mais il y a des hommes. Nous avons quand même eu dans le passé des hommes politiques qui ont été des grands patriotes. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est le problème du patriotisme. Est-ce que sommes-nous conscients des enjeux d'hier comme d'aujourd'hui? Est-ce que vraiment nous aimons ces pays? Parce que la question qui est posée sur l'homme congolais, nous acceptons parfois des choses inacceptables. Nous laissons faire certaines pratiques ou certains comportements qui sont pratiquement intolérables parce qu'ils mettent pratiquement en danger l'avenir du pays. Je vais inviter les lecteurs et les lectrices. En fait, nous avons 9 auteurs. Astrid Mujinga, qui sera lu par Jackie Moulera. Nous avons le texte de Norbert Mikanza Mobiem, qui sera lu par Gertrude Mamilandou. Nous avons le texte de Bienvenue Sélémongala, qui sera lu par Francine Bazolele. Nous avons le texte de Djungu Simbachar, qui sera lu par Faustin Kwakwa. Un autre texte est de Matala Chakatumba, qui sera lu par Dada Stella Kituga. Il y a le texte de Lumumba. Ouais, Lumumba, qui sera lu par le prof Bakomba. Et enfin, le texte de Thierry Landou sera encore une fois lu par Gertrude Mamilandou. Il y a très longtemps, avant qu'il n'entre en activité politique, le titre « Faire du Congo une nation libre et heureuse ». Projet. Ô noir, bétail humain de plus de millénaires, tes cendres s'éparpillent à tous les vents du ciel.
et tu bâtis jadis les temples funéraires où dorment tes bourreaux dans ce sommeil éternel. Poursuivis et traqués, chassés de tes villages, vaincus en des batailles où la loi du plus fort, en ces siècles barbares du rapté de carnage, signifiait pour toi l'esclavage ou la mort, tu t'étais réfugié en ces forêts profondes, où l'autre mort guettait sous son masque fiévreux, sous la dent du félin, ou dans l'étreinte immonde et froide du serpent, t'écrasant peu à peu. Et puis s'en vint le blanc, plus sournois, plus rusé et rapace, qui échangeait en or ton or pour de la pacotille, violentant tes femmes, parquant ses vaisseaux, tes garçons et tes filles. Les tam-tams bourdonnaient de village en village, disant le grand départ pour les lointains rivages, où le coton est Dieu et le dollar roi. Condamné au travail forcé comme une bête de somme, de l'aube au crépuscule, pour te faire oublier que tu étais un homme, on t'a appris à chanter les louanges de Dieu. Ici, ces divers cantiques, en rythmant ton calvaire, te donnaient l'espoir en un monde meilleur. Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère que ton droit à la vie et ta part de bonheur. Assis autour du feu, les yeux pleins de rêves et d'angoisse, chantant des mélopées qui disaient ton cafard, parfois joyeuse aussi, lorsque montait la sève, tu dansais éperdu dans la moiteur du soir, et c'est là que jaillit, magnifique, sensuelle et virile comme une voix d'airain, issue de ta douleur, ta puissante musique, le jazz. Aujourd'hui admiré dans le monde, en forçant le respect de l'homme blanc, en lui disant tout haut que dorénavant, ce pays n'est plus le sien comme au beau vieux temps. Tu as permis ainsi à tes frères de race de relever la tête et de regarder en face l'avenir heureux que promet la délivrance. Les rives du grand fleuve, pleins de promesses, sont désormais tiennes. Cette terre et toutes ses richesses sont désormais tiennes. Et là-haut, le soleil de feu, dans un ciel sans couleur, de sa chaleur étouffera ta douleur. Ces rayons brûlants sécheront pour toujours les larmes versées par tes ancêtres sur ce sol que tu chériras toujours. Et tu feras du Congo une nation libre et heureuse au centre de cette gigantesque Afrique noire. Merci pour le moment. Pendant qu'il se rafraîchissait, Willow raconta à ses amis comment il avait échappé à la mort grâce aux agents de la Croix-Rouge qu'il avait trouvé évanoui dans un village abandonné de Fizi, après 3 jours et 3 nuits de marche ininterrompue, avec une balle logée dans l'épaule gauche. Un véritable prodige. À propos, as-tu capté la radio aujourd'hui demanda Bonanné à Chims. Bien sûr que j'ai capté RFI et la voix de l'Amérique ce matin. Ce sont toujours les mêmes histoires. Bombardement sur Kosovo, réfugiés albanais, Milosevic, Monica Lewinsky et consorts. Quant à la RD Congo, ils disent que ce sont les rebelles congolais qui ont envahi l'est du pays. Quand je pense à ces Rwandais et à ces Ougandais qui continuent à nous envahir et à se comporter en conquérant sur notre sol, je crois devenir fou. Vous vous rendez compte qu'ils ont même commencé à fouetter les gens et à leur cracher dessus, exactement comme du temps de la colonisation, pour donner la morale à ces bichouchous, disent-ils. Choupé, mon voisin de gauche, m'a dit avoir capté BBC à 20h. Figurez-vous qu'on a annoncé que ce conflit est interne, entre Congolais. Le diable les emporte, marmotta Bonanné. Et les Éthiopiens et autres Érythréens, font-ils partie des envahisseurs comme la première fois demanda Bonanné. Mais non, s'empressa de répondre Chims. Vous savez, ceux-là se sont aussi affrontés entre eux. Comme ils ont leurs propres problèmes, ils ne pouvaient pas accompagner leurs cousins. Et la radio locale, que dit-elle à propos des massacres qui ont eu lieu à Kisaka et à Makobola, sans Chims? Y a-t-il eu réellement massacre comme on le décrit? Évidemment, fit Willow. Je suis justement un des rescapés de ces massacres.
Lorsqu'il y a eu murmure à Uvira que les Banyas, accompagnés des soldats rwandais, allaient attaquer la ville de Bukavu, j'ai dû quitter Uvira pour me rendre à Makobola, mon village natal. Je croyais pouvoir y être à l'abri. 2 jours après mon arrivée, très tôt le matin, on a entendu des coups de feu. Ce jour-là, le ciel s'est assombri. Les villageois ont commencé à courir dans tous les sens. D'après ce que les gens racontaient, le chef du village venait d'être sauvagement assassiné. On avait commencé par éventrer sa femme, qui était presque à terme de sa première grossesse, et après l'avoir violée. Tout cela en présence de son mari. Et lui, le jeune Mwami, le jeune roi, il a été exécuté à coups de couteau. Une 30aine de femmes venaient aussi d'être enterrées vivantes, les envahisseurs les accusant de cacher les maïmaïs. Des religieuses et des prêtres, ainsi qu'un grand nombre de la population venaient d'être également massacrés. Dans ma fuite, j'ai attrapé une balle à l'épaule, mais j'ai continué à courir sans sentir la douleur. J'ai couru ainsi 3 jours et 3 nuits, jusqu'au moment où, à bout de souffle, je me suis écroulée et j'ai perdu connaissance. J'étais donc arrivée à Fizi, sans le savoir. Bonane resta un moment pensif, puis exprima sa pensée. Nous-mêmes ici à Bukavu, nous sommes encore vivants grâce à la miséricorde divine, mais tout compte fait, mes chers amis. Comment expliquer que 2 petits pays comme cela puissent envahir un pays aux dimensions continentales comme le nôtre et s'y maintenir? Souvenez-vous, vieux frère Fiwilo, de notre adage qui dit qu'un chien ne peut jamais monter sur un arbre, mais que si on le trouve au sommet de l'arbre, c'est que quelqu'un l'y a fait monter. Ces pays, par eux-mêmes, sont incapables de faire tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les grandes puissances qui sont derrière eux, et plus particulièrement les USA. Personne ne l'ignore. Ils ne nous laisseront pas tranquilles aussi longtemps que l'actuel président restera au pouvoir. Notre pays est tellement riche qu'il suscite toutes les convoitises. Voyez un peu nos forêts, nos parcs, nos cours d'eau. Voyez nos richesses du sous-sol. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, la cassitérite, l'étain, le cobalt, et la liste est longue. Tout cela, c'est tentant. Ils veulent mettre à la tête de notre pays une marionnette, un pantin qu'ils pourront manipuler à loisir et ainsi exploiter à leur guise nos richesses. On a encore découvert des gisements de pétrole dans la province Bandundu, figurez-vous. Il paraît qu'il y aurait également du pétrole dans le lac Albert qui nous sépare de l'Ouganda, et du gaz méthane dans le lac Kivu, ajouta Willow. Une population aussi pauvre, habitant un pays scandaleusement riche. Quel paradoxe. Je viens de m'embrouiller avec ma femme Liliane pour une histoire de vêtements. Nous sommes allés au lit, chacun se réfugiant dans un mutisme total. Des coups de feu nous tirent du sommeil. Liliane a peur. Crois-tu que les militaires vont entrer dans la maison? Me demanda-t-elle. Maurice, j'ai peur. Je veux pisser. Elle me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Calme-toi, lui dis-je. S'ils veulent entrer dans la maison, ils le feront et tu n'y changeras rien. Ils sont armés jusqu'aux dents. Elle me fusille de regard, elle qui espérait un reconfort mensonger de ma part et plongée dans la lucidité limpide, elle se détourne. Tu es un fou, me dit-elle. Je rigole. Je crois que c'est le maréchal qui manigance tout ce cirque, me dit un de mes amis et voisins d'appartement avec qui nous discutions souvent politique. Et si c'était l'opposition? Je ne crois pas que l'opposition y soit pour quelque chose. Ils ne sont même pas encore capables de s'entendre entre eux. Depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu aussi forte et longue rafale. J'ai peur. Mais je ne peux pas le montrer aux enfants et à ma femme. Les gens partent en ville pour piller aux côtés des militaires. J'aurais voulu aller avec eux, mais mes responsabilités de père me retiennent. Je ne veux pas passer aux yeux de mes enfants pour un pillard. Et en face de cette belle et bonne morale, je me rappelle que je n'ai pas de quoi payer des habits à Liliane. Y aller me procurait beaucoup d'autres biens et peut-être des pagnes. Il me faut 2 choses à la fois. Aller piller comme tout le monde et ne pas être vu par ma famille ou quelqu'un qui viendrait leur dire qu'il m'a vu. Sans avoir échafaudé mon mensonge, j'annonce à Liliane. J'arrive. Où vas-tu, Maurice? Je fais juste un tour pour voir ce qui se passe.
Surprise, elle n'ose pas me poser des questions. Je sens qu'elle va me soupçonner. Mais elle a vite chassé cette idée dans sa tête. Je le sens, au point c'est tout. Lentement, je sors de la parcelle, je pars trahir mes principes. J'ai marché près d'1 heure. Je ne veux pas participer au pillage des magasins de mon quartier. Vers le marché de Gambela, dans la commune de Kassavubu, je tombe sur un magasin d'électronique dont la porte est en train de céder sous les marteaux des jeunes. Je passe en revue toutes les figures tout autour. Je ne reconnais personne. Dès que la porte cède, je m'approche, honteux et confus. Je prends un paquet de montres, je sors comme si j'étais à l'intérieur avant la casse. Sans joie ni euphorie, plein de chagrin, je fais demi-tour. Je cache ce paquet à Liliane. Je le coince entre mon dos et mon pantalon. Je serre bien la ceinture. Elle ne peut pas le voir. Elle sait que je suis honnête, intègre et dure. Ce n'est pas facile de vivre sur Terre. Je demande à personne de s'habituer sur mon sort. J'ai posé un acte, j'en assume la responsabilité. À la même allure qu'au départ, je reviens à la maison. À quelques pas de chez moi, une balle perdue me touche au front. Dans ma chute, le paquet glisse et tombe. Je m'en éloigne. Les gens s'attroupent. Mon regard est vitreux et embué de sang. J'entends Liliane qui arrive en courant. Un jeune homme prend le paquet à la dérobade et file. Je ne sais pas à quel point il m'a soulagée. Je ne résisterai pas à cette blessure. Je meurs. Misère, misère. Où m'emmènes-tu? De la table gargantuesque dressée par Barbara, nous sommes revenus au salon pour les digestifs. Le ventre pesant, mais l'esprit malgré tout brillerait. Nous avons poursuivi nos discussions avant de prendre congé de notre hôtesse. Il est 23 heures. La prochaine fois que nous allons nous rencontrer, nous demande-t-elle, il faudra que nous plachions un peu sur les causes de l'outrageante impuissance qui nous affecte, nous les soi-disant intellectuels congolais, dans un pays pauvre, doté de tant de richesses. Ouais, intellectuels impuissants, auxquels le petit peuple a collé le surnom de « je les connais ». Impuissants, arrogants, mais néanmoins sans pareil dans les dépiotages et les dépouillements de la bête nationale. Ce sont ces travers-là dont se régale le petit peuple à travers les histoires qui circulent sous le manteau dans ce pays des bobards et qui transpirent un zeste à la fois d'autoflagellation, d'autodérision et de vengeance contre les bien-nés. Il parle par exemple d'une trouvaille japonaise qui a la vertu de détecter les voleurs. On l'atteste dans beaucoup de pays et le verdict est stupéfiant. 2000 voleurs aux États-Unis, 650 rien que dans le 18e arrondissement à Paris, 32 000 en Russie et au Rwanda, 50 300. Et à peu près le même nombre au Soudan Sud et Nord, au pays des hommes intègres et en Ouganda. Un crochet pour presque rien en Afrique du Sud, car une seule personne détectée à Pretoria. Les autorités de N'Djamena, de Brazzaville et de Malabo refusent de la voir d'atterrir. Lorsque l'appareil arrive à Kinshasa, il tombe aussitôt en panne, tellement qu'il détecte des voleurs partout. On décide de ramener l'appareil en Europe pour réparation, mais on commet l'erreur de faire escale à Lagos. On ne reverra plus l'appareil, car volé par les Nigérians. La plus croustillante des histoires, cependant, demeure cette hallucinante aventure qui arrive à Lucifer en personne. Jamais de mémoire du diable, il n'a été témoin de pareils faits. Il décide d'aller en parler au bon Dieu. Je ne sais pas si vos hommes font correctement leur boulot, mais depuis un certain temps, les gars qu'ils m'envoient en enfer n'ont manifestement pas les profils des gens destinés à la damnation. Qu'est-ce que tu me racontes là?
Tu cherches à tenter à nouveau ton Seigneur et Maître. Lui demande le bon Dieu. Pas du tout. Ces gens-là se regroupent nuit et jour dans un coin et passent les clairs de leur temps à chanter et à danser. J'ai beau rehausser les niveaux d'échauffement des pavillons. Les autres damnés s'abîment en gémissements et en pleurs. Mais eux, ils n'arrêtent guère de sautiller, de chanter et de danser. Je baisse la température jusqu'à moins de 200 degrés. Non, ces gaillards demeurent insensibles. Que dois-je faire? Tu as cherché à savoir d'où proviennent-ils? Oui, de ce qui reste d'un pays africain qui change constamment de nom. République du Congo, Zaïre, République démocratique du Congo. Mon Dieu, que pourra-t-on changer que pourra changer notre faible cri à cette montagne d'injustice? Une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan infini, ou la goutte qui fera déborder la coupe. Mais voyons, que faisons-nous? Nous refusons un chef, on nous l'impose. Nous payons des impôts, on nous prive du liquide de vie. Sahel, désert, voilà ce qu'est notre quartier. L'eau qui de belles maisons d'en haut coule des égouts est notre seul salut contre la déshydratation. Oui, mais combien longue est la litanie des doléances de tout le peuple écrasé. Le mal, un changement, démagogie. Vous n'êtes que des démagogues. Vous voyez le mal dont vous êtes des artisans, certes, mais vous êtes incapables d'opérer un changement. Oh, changement des personnes, oui. Mais qu'est-ce que ça va changer? À peine vous aura-t-on hissé aux cimes auxquelles vous aspirez que vous mépriserez réellement le peuple qui vous y aura porté. Vous n'aurez plus que besoin que... Vous n'aurez plus besoin que pour mieux l'exploiter, afin qu'il bouge ses fesses pour le plaisir de vos yeux, afin que vous puissiez avoir ou déposer votre postérieur, un paillasson. Car à quoi servirait-il de régner s'il n'y avait pas un peuple apprimé? Votre ambition, c'est cela et rien d'autre. Eux, comme vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Le même virus vous ronge, la même pourriture. Il n'y a pas de changement à opérer. Il faut tout nettoyer, tout brûler, tout. De notre intention première, notre action ne sera détournée par aucune force rapace. Dites à vos maîtres, dites-leur que nous réaliserons notre programme comme prévu, mais dans la pureté de ses intentions premières. Pour assouvir votre ambition, cherchez ailleurs. Levez des troupes, corrompez, complotez. Nous sommes en quête de justice. Nous ne serons jamais les outils d'un nouveau clan de riches, de nouveaux égorgeurs et assassins, des nouveaux affameurs du peuple et surtout d'une nouvelle dictature. Le mal, c'est le péché ignoble, noir, puant. C'est la spoliation des richesses du pays, lui-même hypothéqué. Le bénéfice étant destiné aux proches des sauveurs. Le peuple paye la facture, la lourde facture. La faim, la mortalité infantile, l'immoralité, le vol, le banditisme, les maladies endémiques.
Voilà le mal. Alors, ressaisissez-vous. Nous ne pouvons pas reculer. Il est trop tard. C'est l'heure de la phase suivante. Ah, peuple idiot et amorphe. Peuple imbécile et apathique. Vous n'avez qu'à ne pas naître. Votre sang a rougi la route. Votre sang a nourri le macadam. Votre sang a été bu par le vampire du pouvoir. Manzambi, l'esprit du soir émue la cendre, la foudre et le feu. Carbonise ton corps, ma lèvre. Sur ton visage ave se lit la misère. Tes yeux disent adieu à la case filigineuse. Ton regard enflammé m'envoie la furie qui te brûlait en sourdine et consumait le Congo de ma joie et de ma peine. Sous l'écran de ton monde, ton regard reflète la faim, ta compagne fidèle. Sur la carapace de ta peau, les balles trouvent un rempart. Sache, frère, luttant contre la mort, que même dans l'hypothétique au-delà, la foudre et le feu transcendent les serments humains. J'assiste consterné à la réduction des tribus sauvages. Moi sauvage, au don de cannibale, qui peut séparer des noms des sauvages. Toi, ou ceux qui brisent ta vie. Sur mon front durci par les malheurs, se coagule un caillot de fureur. Je hais la nuit, j'interroge les hommes. Café Manzambi, buveur de poussière, mangeur de sauterelles et de crayons. Quand Manzambi, dont les ronces balafraient les orteils. Café Manzambi, qui, il y a à peine 5 ans, prenait sa sagaie et criait « Ouhou !» Comme l'homme d'outre-Atlantique à 1776, comme les sans-culottes à 1789, comme les mouchiques à 1917, comme l'homme de la longue marche à 1949, comme les Guajiro de la Sierra Maestra à 1953, comme le paysan de Fouta Djalo à 1958. Café Manzambi, le terrassier de Bukavu, assassiné sur la terrasse de son destin. Manzambi, écoute, toi qui râles, je refuse d'être la cendre. Je me veux le brasier couvant sous la cendre. Je refuse d'être le hanneton. Je me veux la guêpe à la morsure venimeuse. Je suis comme toi. L'érosion qui à la longue fend la montagne. Si je trahis cette terre, terre congolaise, terre africaine, que la foudre et le feu pulvérisent mes os. Alors que tout est fait pour que notre peuple reste longtemps courbé, il est décidé le 30 juin 2005 d'entonner l'hymne sacré de la liberté, fort de sa foi et de son espérance. Des années durant, notre peuple et tous ceux qui prennent parole en sa faveur puisent leur force dans la certitude que Dieu est avec ce peuple persécuté. C'est fort de la certitude que Dieu est avec, Dieu avec nous, Dieu libérateur, que notre peuple prend courage et se met régulièrement debout. Dans cette démarche qui sauve, le Congolais découvre chaque jour davantage qu'il ne doit plus craindre tous ceux qui veulent tuer son corps physique. Il doit plutôt craindre ceux qui tuent son âme. C'est ainsi que l'on entend sur toutes les lèvres de son voix, de nos quartiers pauvres, le nouveau slogan Tozali Nabiso Bibembe, Tokufa Kala, le 30 juin, Nde Bakokunda Biso. Entendez, nous ne sommes que des cadavres. Nous sommes déjà morts. Le 30 juin sera le jour de notre enterrement. Et comme par un tour de magie, notre peuple a retourné la peur d'où elle est venue. Tout le monde s'agite, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'où vient cette maturation jugée précoce par ceux qui ne comptent pas
les années de souffrance d'un peuple? Jusqu'où peut aller un peuple qui réalise que son corps physique n'a plus d'importance et qui doit sauver son âme pour lui éviter un sort qui serait plus tragique? Qui a fait cette révélation lourde de conséquences à ce peuple que des années de servitude ont rendu aveugle? C'est ainsi que sans doute, c'est ici sans doute que Dieu démontre qu'il reste toujours aux côtés de peuples qui souffrent. En effet, ce n'est pas par hasard que nos dirigeants réveillés par un fils de ce pays sur la signification réelle de la date du 30 juin ont, sans le vouloir ni le comprendre, parlé d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation. En effet, la référence à la date du 30 juin ainsi que le branle-bas du combat que cela suscite dévoile et clarifie la situation de notre peuple à la lumière de notre amour à tous pour cette terre de nos ancêtres. L'agitation autour de la date du 30 juin nous montre les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu éclaire notre peuple sur les nombreux détournements des uns et des autres, sur les viols et autres violences. Il démasque la fausse propagande et tentative de manipulation des dirigeants actuels et leurs complices externes. Le temps est proche, car le plan de Dieu pour le Congo entre dans sa phase finale. Amen. Alors de votre côté, la situation est devenue insoutenable. Que des cris, des plaintes et des complaintes, des gémissements continuent. Les nôtres sont au bord du gouffre. Ça sera bientôt le claquement. Il nous faut encore un peu d'argent pour faire face à la menace. Mais ils refusent de nous les donner. Et pourquoi ne saisissent-ils pas? C'est pourtant très simple à comprendre. Ils nous demandent avec cynisme. Où est passé les précédents? Comme s'ils ne le savaient pas. Quand on met du carburant dans un réservoir troué, où voulez-vous qu'il aille? Il savait pourtant bien que ces réservoirs étaient troués. Mais le type à la station, lui, il a continué de pomper. Pomper et pomper. Maintenant, nous sommes incapables de soutenir les rythmes infernaux de remboursement qui fait de gonfler l'escalade des taux d'intérêt. Mais les uns vivent d'eux et avec des dettes. Nous sommes admis en catastrophe dans la salle de réanimation du Fonds monétaire international, où nous nous trouvons depuis des décennies sous perfusion financière constante. Et nous risquons même d'en mourir. Nous en mourrons déjà. À moins qu'ils nous prêtent encore. Penses-tu? Je ne sais pas, je l'espère. L'espoir est le dernier à mourir. L'espoir fait vivre. Admettons qu'ils nous prêtent encore. Comment allons-nous rembourser? C'est à des échéances de 25 à 50 ans. Et avant qu'on en arrive, nous serons déjà 6 pieds sous terre. Mais c'est nos enfants qui devront... Ils se débrouilleront. Nous avons trouvé les dettes, ils les trouveront. Nous avons tout entendu. Ils ont donné raison aux colons. Ils ont donné raison aux colons. Tous les coups de fouet, fimbo, dont nous étions l'objet et que nous avions tous désapprouvé, sont aujourd'hui justifiés à cause de nos dirigeants. La colonisation a échoué! Quand-il partout? Mais les Blancs ont construit des écoles, des universités, des hôpitaux. Au lieu d'entretenir même le peu que le colon a laissé, non. Et quand la Ils pénurie se sont arrive... mis à démolir systématiquement et impunément les patrimoines nationaux. Vraiment? C'est ça. Et quand la pénurie arrive, conséquence logique de leur mauvaise gestion. Madame, vous savez quoi? Ils courent vite en Occident, tendent la main aux anciens colons.
Ils s'endettent au nom de la population qui ne profite en rien de ces endettements. Et à leur progéniture, ils ne laissent que des factures à payer avec des chiffres astronomiques à côté des ordures et des déchets toxiques importés de grandes puissances. Sauvage.